Bienvenue pour cette table ronde qui donc réunit un parterre très vaste et très diversifié où on va se parler d'innovation. C'est un peu la thématique de la journée. Innover pour intégrer les enjeux écologiques et environnementaux, mais globalement dans l'ensemble des parcours de formation et le plus massivement possible. Je vous laisse vous présenter. Laurence, peut-être vous démarrer pour dire qui vous êtes, la structure. Voilà, petite présentation rapide. Donc, bonjour à tous, je suis donc Laurence Gesquière, je suis chargée de projet au BTP CFA Hauts-de-France. Nous sommes un organisme de formation dans les secteurs du BTP. Nous formons du CAP au BTS, donc apprentissage et formation continue également. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Denis Guibard, je suis le directeur scientifique et académique de Terra Academia. Terra Academia, c'est peut-être pas très connu, même si nous sommes installés ici en centre-ville d'Arras. Donc c'est un accélérateur et une école de la transformation écologique. L'enjeu pour accélérer la transformation écologique, c'est d'accélérer la transformation des métiers et des compétences, et en alliant la science et l'action dans les territoires. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc Thibaut Doué, je suis directeur de la formation professionnelle pour la région Hauts-de-France, c'est-à-dire la direction qui met en œuvre toute la politique publique d'achat de formation pour les demandeurs d'emploi en région. Christophe Vandal, bonjour, je suis directeur régional de l'AFPA, donc Agence pour la formation professionnelle des adultes. On est un organisme avec des missions de service public pour l'État, notamment dans les compétences, les prospectives et les mises en œuvre, et puis aussi un organisme de formation et d'accompagnement. Bonjour à tous et à toutes. Alexis Montaigne, je suis coordinateur des programmes au CERD. Donc, le CERD, c'est le Centre ressources du développement durable des Hauts-de-France, qui est un groupement d'intérêt public porté par l'État, la région et l'ADEME, et qui accompagne les acteurs, notamment publics et les têtes de réseau, sur des projets de transition écologique, sur différents sujets et avec différents métiers comme l'observation, l'animation de réseau et l'accompagnement. Alexis, je vous invite à garder le micro, peut-être pour poser le cadre de cette table ronde. Et quand on parle d'intégrer les enjeux écologiques et environnementaux dans l'ensemble des parcours de formation, de quoi parle-t-on? Où sont les enjeux? Et quels sont les publics que nous visons? Merci pour la question. Alors effectivement, j'aime bien les questions à rallonge, ouais. Les questions à tiroir. Très bien. Je vais essayer d'y répondre le plus clairement possible. Donc ce que je disais, c'est que dans la présentation du CERD, on porte aussi un observatoire régional de l'énergie du climat. C'est assez puissant comme outil parce que ça nous permet d'avoir une connaissance assez fine des enjeux de notre territoire. Et par exemple, notre observatoire énergie-climat nous dit que nous sommes une région extrêmement vulnérable aux risques climatiques. Et on en a des illustrations malheureusement assez régulièrement. On a des sols argileux qui fragilisent nos infrastructures. On a des risques de submersion marine. On a des risques d'inondation dans les terres. On a des forêts qui se portent de moins en moins bien. On a comme ça un certain nombre d'indicateurs, des fortes chaleurs de plus en plus importantes dans les villes, sur les territoires. Et donc, tous ces indicateurs-là nous montrent qu'il y a nécessité à se transformer à deux niveaux. Le premier, c'est atténuer les effets du changement climatique, du dérèglement climatique. D'ailleurs, pour la petite anecdote, il y avait une étude australienne qui, il y a 2 ans, avait publié un rapport qui montrait que la région Hauts-de-France était la plus vulnérable de France et qu'on était 121e au niveau vulnérabilité au niveau mondial. Parce que on a un littoral, forcément, et parce qu'on a aussi une densité urbaine sur certains départements qui nous rendent extrêmement fragiles, avec les conséquences que ça a sur les populations, sur la santé, etc. Donc aujourd'hui, on a un besoin de massifier cette connaissance de ces enjeux sur notre région. Alors je parle de notre région, mais évidemment la France n'est pas épargnée. Donc je le disais sur l'atténuation, c'est-à-dire essayer de réduire les effets du réchauffement climatique et de travailler sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi sur un sujet qui est de plus en plus en vogue depuis quelque temps, qui est l'adaptation de nos organisations, de nos territoires aux effets du dérèglement climatique. Adaptation à la fois des bâtiments, mais aussi adaptation des territoires, des politiques d'aménagement, des organismes publics, des organismes privés. Et donc quand on part de ce constat-là,
ben on se dit, c'est pas une mince affaire, et donc on a besoin de massifier. On a besoin de massifier la connaissance, on a besoin d'aller pénétrer les parcours de formation pour y planter ces enjeux environnementaux, climatiques, mais je peux tirer le fil aussi sur les enjeux sociaux, puisque tout est lié. On va aussi aborder la question systémique. Et si on regarde, par exemple, ce que l'ADEME a produit il y a quelque temps, je fais une petite digression avec l'atelier, enfin la conférence qui a lieu après, mais l'ADEME nous dit que si nous respectons, si nous mettons en œuvre toutes les actions bas carbone prévues pour atteindre la neutralité carbone prévue, définie par l'État, d'ici 2050, c'est 1 million d'emplois qui vont être créés dans la transition écologique. Les détails, ils sont sur plein de portails, plein d'observatoires sur les métiers. Et donc ça, vous aurez après, j'imagine, l'occasion d'en parler. Et donc nous, ce qu'on observe au CERD, c'est que par rapport à ce constat-là, c'est le besoin, effectivement, d'orienter les formations et de considérer que la transition écologique, c'est le nouveau centre de gravité des parcours de formation et des politiques publiques en général, mais aussi des stratégies privées, stratégies d'entreprise de manière générale. Et quand je dis formation, je ne parle pas uniquement des formations techniques, mais nous, on est attachés au CERD à l'idée que se former, c'est aussi se former à savoir manager la transition. Parce que la transition, il y a évidemment des enjeux d'innovation technologique, mais on a aussi besoin d'enjeux, on a aussi besoin d'innovation sociale. Le risque, c'est que si on développe l'innovation technologique, on ne résoudra pas le problème avec la seule innovation technologique. On peut avoir des idées géniales de réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est ce qui est en train de se faire sur le Dunkerquois, ce qui se fait dans pas mal d'entreprises qui réinterrogent leur modèle économique aussi parce qu'ils sont conscients de leur empreinte carbone. Mais on a aussi besoin d'accompagner ces gestes de réduction d'autres innovations qui permettent d'accepter qu'en fait, il faut changer de modèle. Il faut changer de modèle parce que le modèle de développement dans lequel nous sommes aujourd'hui est celui qui est en train de nous amener à une impasse, puisqu'aujourd'hui, même le gouvernement nous parle d'un scénario à plus 4 degrés d'élévation des températures moyennes. Et donc, ce plus 4 degrés, il est quand même très inquiétant, puisqu'on voit bien les effets que ça a sur les écosystèmes, sur la santé des populations, et puis plus globalement sur l'état de la planète. Donc aujourd'hui, nous, on est convaincus que cette transition écologique, ça doit être le nouveau centre de gravité d'énormément de domaines. Et juste pour appuyer sur ce propos-là, c'est l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, qui nous disait il y a quelque temps qu'aujourd'hui, le climat est considéré comme l'une des 3 principales menaces planétaires, le dérèglement climatique, et que c'est l'une des sources d'inégalités les plus fortes, avec l'économie numérique et je ne sais plus laquelle, il y en avait 3. Mais donc ça veut dire que le climat, il a une place déterminante dans les choix stratégiques qui doivent être faits sur les territoires et au niveau, évidemment, des États. Et donc pour ça, aujourd'hui, ce que je disais, c'est que les innovations techniques ne suffisent pas, elles sont nécessaires, mais il y a un risque qu'on tombe dans un technosolutionnisme si on n'accompagne pas cette montée en compétences autour de l'innovation, d'innovation justement organisationnelle, d'innovation sociétale et d'action évidemment sur les inégalités. Et surtout, nous, au CERD, on est attachés à l'idée que, si je reprends l'intitulé de la question, intégrer les enjeux environnementaux et écologiques dans les parcours de formation, c'est aussi contribuer à massifier la connaissance pour inverser les récits dominants dans lesquels nous sommes enfermés. Le récit du consumérisme, le récit justement du technosolutionnisme ou, à contrario, le récit de la décroissance, qui semble être la seule voie si on décide de faire de l'écologie pour certains ou certaines. Or, on sait que c'est beaucoup plus complexe que ça, et on a besoin de travailler de nouveaux récits. Et les parcours de formation, les organismes de formation contribuent à ça. Nous, au CERD, on a un dispositif qu'on appelle les ambassadeurs du développement durable, qui sont un réseau de professionnels qui sont dans le développement durable, qui travaillent dans ce domaine-là, que nous, on forme sur ces sujets-là pour aller un peu plus loin, et qu'on envoie un peu partout en région pour sensibiliser, parfois pour former aussi, sur ces questions, dans l'idée que derrière, ça fasse évoluer aussi le regard des gens. Alors on a un partenariat avec le BTP-CFA à Roubaix, où on intervient auprès des étudiants. On a aussi eu l'occasion de travailler avec l'AFPA il y a quelques années, et on travaille actuellement par exemple avec l'IRTS, l'Institut régional du travail social, parce que eux, la question climatique, ils la vivent au quotidien. Les travailleurs sociaux, quand ils ont affaire à des migrants, il y a aussi parmi ces migrants des migrants climatiques. Et donc ils ont besoin de comprendre ce qu'est le changement climatique. Et donc le directeur de l'IRTS de Grande-Synthe et de Calais a décidé, sur chaque module de formation de ces nouveaux travailleurs sociaux, d'intégrer 3 heures de module dédiés
à la question environnementale et climatique. Ils n'ont pas le droit de passer à côté parce qu'ils considèrent que maintenant, ça fait partie du logiciel de formation de tous ces travailleurs parce qu'ils auront à gérer à un moment donné ces questions climatiques ou environnementales. Et donc, nous, aujourd'hui, on est convaincus que ces ne seront pas seules, elles ne se feront pas dans un coin. De notre côté, on a besoin d'être entouré. Nous, le CERD, on peut apporter de manière générale de la ressource sur les connaissances grâce à notre observatoire, puis grâce à tous les programmes qu'on anime. Et puis surtout, on a en tête que ces formations, elles ont besoin d'appréhender la complexité du monde. Je m'explique et je terminerai là-dessus. Les questions, les inégalités climatiques, écologiques, c'est un sujet extrêmement complexe. Et on peut avoir tendance à le prendre par le petit bout de la lorgnette et de se dire qu'on a fait de la transition énergétique parce qu'on a installé des ampoules LED dans toute sa ville, ce qui est une bonne chose. Mais ça n'est pas suffisant et ça n'est pas ce qui résoudra tous les problèmes. On a besoin d'avoir une approche systémique des problèmes. Parce que, quand je dis ça, c'est aussi pour vous dire que, typiquement, un jardinier, quand on forme un jardinier sur la gestion des espaces verts, on ne le forme pas uniquement à gérer un espace vert. On le forme à gérer du vivant, à gérer un sol, à penser que son espace vert peut être un lieu d'accueil d'un espace nourricier, par exemple. Je sais que c'est un sujet qui a été travaillé à l'AFPA il y a quelques années, l'AFPA de Liévin notamment. Et donc, en fait, il y a énormément de fils à tirer quand on part d'un sujet pour se dire, en fait, il y a plein de choses à découvrir autour de ces questions-là. On part d'un sol, et je vous dis ça parce que j'ai un jardinier qui a pris conscience en fait, que son métier, ce n'était pas uniquement travailler un espace vert. Ça pouvait être beaucoup plus que ça, et ça pouvait aussi être profiter des co-bénéfices que nous offre la nature. Et donc, je termine là-dessus simplement pour vous dire qu'il y a une opportunité fabuleuse avec la formation. Le CNFPT, par exemple, qui est le Centre national de la fonction publique territoriale, qui forme les fonctionnaires territoriaux, ils ont un catalogue de formation sur la transition et le climat qui fait 200 pages. Donc ça montre qu'il y a quand même énormément d'opportunités dans chaque métier d'aller insuffler ces questions climatiques, environnementales. Et au-delà de l'aspect technique, mais ça, ce sera aussi à vous de le présenter parce que vous êtes beaucoup plus expert que moi, de se dire que pour donner du sens à tout ça, il faut qu'on comprenne ce qui est en jeu. Et comprendre ce qui est en jeu, nous, on peut apporter aussi des éléments là-dessus. Merci Alexis pour ces propos introductifs très éclairants qui posent le contexte. Et on voit bien que cette transition, quelque part, elle s'impose à nous. Et maintenant, c'est comment on y répond et comment on arrive à embarquer l'ensemble de l'écosystème. Alors peut-être passer la parole à Thibaut. Thibaut, au nom de la région, quels sont le positionnement et quelles sont les attentes de la région sur ce sujet ? Alors en fait, la région Hauts-de-France, elle s'est engagée assez fortement dans ce sujet en déployant toute une stratégie dont vous avez entendu parler, qui s'appelle REV 3 ou Troisième Révolution Industrielle, qui porte sur plusieurs aspects. Et l'idée, c'est de voir comment on décline cette approche des transitions dans l'ensemble des politiques publiques que nous mettons en œuvre, particulièrement sur la formation professionnelle. Donc, pour compléter peut-être un peu le tableau, c'est vrai que en Hauts-de-France, un recensement a été fait qui dénombre à peu près 27 000 entreprises qui ont un lien avec REV 3. C'est environ un peu plus de 6 000 qui auraient des activités directement concernées par REV 3. Et c'est près de 160 000 emplois aussi qui sont concernés avec, comme le disait M. Montaigne, une progression annoncée pour certains qui est de l'ordre de 20%. Donc c'est à la fois, on comprend limite l'angoisse. Je me suis demandé au début de votre propos si je n'allais pas déménager, mais bon, je ne suis pas sûr que ce soit mieux ailleurs non plus. Donc voilà. Mais qui est de se dire, est-ce qu'à un moment, c'est justement le moment de réagir et d'en faire une opportunité et de voir comment on peut limiter la façon dont on va subir ça. Donc il y a une feuille de route qui se déploie sur plusieurs axes de travail, le mix énergétique, la décarbonation, le bâtiment durable, la mobilité durable, l'agriculture durable, l'économie circulaire. Et donc la question, c'est pour nous de décliner ça dans l'ensemble de nos politiques de formation et de venir appuyer ces développements-là, particulièrement sur la formation des demandeurs d'emploi pour laquelle nous avons la compétence. On a déployé des programmes de formation, j'allais dire, à des métiers spécifiques. Je parle
Je pense par exemple aux techniciens de maintenance éolienne, à tout ce qui est tout ce qui relève de la maintenance des appareils de chauffage, etc. Et on a toujours accompagné ces évolutions-là. Là, l'idée pour nous, c'est de passer au stade supérieur progressivement. Et donc, on a lancé un nouveau marché en 2024, donc un nouvel appel d'offres pour construire notre programme régional de formation, qui va se concrétiser par la mise en œuvre de nouvelles actions de formation dès 2025. Et donc, on a prévu des lots qu'on a appelés filières d'avenir, qui visent justement à amplifier la formation aux compétences dont les entreprises auront besoin pour tout ce qui concerne les mutations industrielles, l'électromobilité, les énergies renouvelables et le bâtiment durable. Alors quand je dis ça, pourquoi je parle de l'eau? Parce qu'en fait, on ne sait pas ce dont on va avoir besoin. Et l'originalité de notre démarche, je vais le dire comme ça, c'est de se dire, on cherche à référencer des opérateurs de formation qui se mettent ensemble, qui travaillent ensemble et qui soient en capacité de répondre à un besoin qui va émerger, qu'on ne sait pas définir clairement aujourd'hui. On ne sait pas quel sera le contenu exactement. Mais ce que l'on veut, c'est pouvoir travailler rapidement et former rapidement. Quand je dis former rapidement, je mets des guillemets, mais en tout cas déclencher un acte de formation rapidement qui nous permet de répondre à des besoins qui émergeront. Et donc, c'est là où on a porté notre effort. Ensuite, clairement, on se pose la question pour nos marchés futurs, est-ce que dans nos achats de formation, comme dans d'autres domaines, on n'impose pas aussi petit à petit des exigences nouvelles aux organismes de formation dans la façon dont ils dispensent leur formation, dans la façon aussi dont ils fonctionnent dans leur organisme de formation. Alors, je vais prendre un exemple bateau, mais c'est dire comment vous intégrez la gestion de vos déchets, parce que même si on a un organisme de formation dans le tertiaire, on génère tous du déchet. Donc, est-ce que vous avez prévu quelque chose? Est-ce que vos bâtiments sont dans une logique d'économie énergétique durable? Ça, c'est des exigences qui pourraient s'imposer par la suite. Pour le moment, on n'est pas allé jusque-là. C'est des questions qui se posent à l'échelle, d'ailleurs, pas uniquement de la formation professionnelle, mais de l'ensemble des achats de la formation, quelles que soient les prestations. Mais je pense que ça va s'imposer de plus en plus. Mais en tout cas, pour la formation, nous, notre objectif, c'est de dire que cette dimension de la transition écologique, comme le disait Monsieur Montagne, elle doit infuser complètement. Donc je discutais ce matin avec Madame Fabre de Terra Academia, qui est de dire, mais pour certains modules de formation, on devrait systématiquement, finalement, avoir une journée, 2 journées, 3 journées, je ne sais pas, en termes de contenu, c'est à construire, mais justement de se dire que ça concerne tous les secteurs d'activité. Il y a les secteurs d'activité auxquels on pense systématiquement, le transport, l'industrie, mais quand on est développeur web, il y a aussi des considérations écologiques dont on doit tenir compte et il faut sans doute les mettre en évidence et les aborder dans les parcours de formation. Donc, pour nous, en tout cas, notre contribution à l'innovation pour les enjeux écologiques, c'est dans finalement notre rôle, nous, en tant que région, c'est d'être acheteur de formation, d'être aussi un peu prescripteur, et c'est quelque part, je vais le dire, de forcer un peu la main aux opérateurs de formation dans la façon dont ils mettent en œuvre les formations, en faisant des points spécifiques de nos cahiers des charges, donc des obligations contractuelles qui font que ces modules-là vont se mettre en place. Pour finir simplement, je donnais un exemple, il y a 20 ans, quand on parlait des formations dans le transport, on disait qu'il faut mettre en place un module à l'éco-conduite. Bon, maintenant, il n'y a aucun organisme dans le transport qui ne ferait pas, qui n'aborderait pas ce sujet-là de l'éco-conduite, à la fois pour des dimensions économiques, mais aussi écologiques. Donc, on voit bien que c'est finalement en forçant un peu les choses au début, mais je pense progressivement, parce qu'il faut aussi une acceptabilité, puis être en capacité de le faire. Là aussi, je vais être rapide, mais si je dis à tous les organismes, vous devez avoir un diagnostic, comment dit-on, énergétique de vos bâtiments A, on va en fermer beaucoup, ou alors on va pas avoir beaucoup de prestataires de formation. Donc on ne pourrait pas le faire. Mais je pense que petit à petit, ce sont des exigences qui vont s'imposer et qui vont permettre d'ancrer encore plus dans les mentalités
et dans les façons de faire, eh bien, cette prise en compte des impératifs énergétiques et de prise en compte de ces problématiques-là dans les actions de formation et dans les parcours de formation. Donc on voit bien la trajectoire qui est d'aller de plus en plus et de manière approfondie sur ces enjeux de transition écologique et environnementaux. On va passer à des exemples concrets de structures qui ont déployé, qui ont réfléchi sur ces sujets et comment on massifie, parce que c'est bien ça l'enjeu des échanges que nous avons autour de cette table ronde, comment on massifie la formation sur les enjeux écologiques et environnementaux, à la fois par rapport à ce qui a été évoqué, et puis également parce que ça peut être aussi un levier de motivation, et je pense qu'il ne faut pas le laisser de côté, un levier de motivation pour les apprenants. On a souvent des débats sur comment les apprenants, on arrive à les emmener au bout de leur formation, éviter les abandons, etc. C'est aussi donner du sens à ce qu'on fait, c'est aussi donner du sens au métier qu'ils vont pratiquer demain, et donc quelque part, c'est peut-être aussi avoir des éléments de motivation supplémentaires pour les embarquer. Et puis, parce qu'en les formant, on va également toucher des gestes métiers futurs. Et quand on parle de faire évoluer les pratiques, ça démarre par les personnes qu'on est en train de former, qui aussi vont irriguer dans les entreprises où ils vont exercer ultérieurement, ils vont irriguer et participer au changement de pratique. Pour démarrer sur les situations pratiques et aller vraiment sur le concret, je vais d'abord passer le micro à Denis Guibard pour Terra Academia. Est-ce que vous pouvez nous parler plus précisément de ce que vous développez ? Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, vous m'entendez ? Oui. Avant peut-être de rentrer dans les exemples précis, il y en a un qui apparaît sur le transparent. Je voudrais revenir un petit peu sur ce qui a été dit et pour aller un cran plus loin. Parce que l'état et la dégradation écologique de la planète, ce n'est pas seulement l'énergie et le climat. C'est bien plus divers, grave d'une certaine façon et en train de s'accélérer que ça. S'il faut regarder ce qui se passe, en fait, si on veut résumer la crise écologique d'une certaine façon, l'activité humaine ponctionne des ressources. Dans la lithosphère, les minéraux, les métaux. Dans la biosphère, on le voit bien, c'est le vivant. Dans l'hydrosphère, c'est l'eau, et la cryosphère, qui est sa déclinaison glaciaire. On prend ces ressources, on prend de l'énergie pour transformer ces ressources, et au bout, on consomme encore de l'énergie pour utiliser ce qui est fabriqué avec ces ressources, des produits et des services, et au bout du bout, on a des déchets. Et c'est face à cet enjeu-là qu'il faut qu'on transforme ce que l'on fait, parce qu'on est en train de dégrader complètement les conditions d'habitabilité de la planète, ce qui est le véritable enjeu de la transformation écologique. Ce n'est pas la défense de l'ours blanc, c'est le fait que dans 100, dans 200, dans 300, dans 500 ans, la planète sera toujours habitable pour l'espèce humaine. Et pour faire ça, et je vais venir aux exemples et aux métiers et aux compétences, il y a 3 choses à faire. Consommer moins. Consommer moins de ressources. Une des façons de faire, c'est de consommer moins de produits finis ou de les fabriquer de façon plus efficace. C'est régénérer les écosystèmes, et pas simplement sur l'enjeu climatique. Il y a toute la biodiversité, notamment, qui est un énorme enjeu, l'eau, les pollutions, les déchets. Et puis, c'est s'adapter, vous l'avez bien dit aussi, à la situation, parce que de toute façon, ça va se dégrader. Donc, il faut vraiment travailler sur ces 3 dimensions-là, et ça concerne absolument tout le monde. Ça concerne absolument tous les métiers, toutes les fonctions, toutes les organisations. Ça nous concerne tous en tant que citoyens, en tant qu'électeurs, en tant que contribuables, mais ça nous concerne aussi en tant qu'acteurs de nos différentes organisations économiques ou institutionnelles. Et c'est là qu'on arrive à l'enjeu de compétences et de transformation des métiers. L'enjeu, c'est de comprendre. C'est pour ça que chez Terra Academia, on s'appuie sur la science. C'est comprendre pour agir. Parce que comprendre, des connaissances, on en a tous entendu parler du changement climatique. L'enjeu, c'est maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Ou on a tous entendu parler de la perte de biodiversité. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Et cette action, sur ces 3 dimensions que j'ai données, elle suppose un changement dans beaucoup de métiers, dans beaucoup d'activités. Premier aspect, il y a tous les métiers qui sont directement liés à l'activité, liée à la transformation écologique, gestion des déchets, de l'eau, de l'énergie. Là, on a 2 enjeux. On a un enjeu, d'une part, de métiers en tension, de manque d'acteurs, de personnes qui viennent exercer ces métiers. Et donc, il y a une question d'attractivité de ces métiers et d'attractivité des formations qui forment à ces métiers. Et on a un deuxième enjeu qui est en fait d'embarquer dans l'ensemble des formations à ces métiers
une dimension de transformation écologique pour bien comprendre. Parce que c'est aussi une façon, en mettant ces éléments-là dans les formations, d'avoir une attractivité plus forte du métier de la formation et de donner du sens à ce métier. Et puis, on a à transformer les modèles économiques, à transformer la façon dont on produit, dont on consomme, dont on vit au quotidien. Et ça, vu des organisations, ça suppose aussi un changement qui vient d'en haut. Ça suppose un changement dans toutes les fonctions support. Ça suppose de voir la DRH d'une façon différente, de voir le marketing d'une façon différente, de voir la stratégie d'une façon différente, de voir l'innovation, bien évidemment, d'une façon différente avec l'éco-conception. Et ça veut dire donc que, en fait, la transformation des métiers et des compétences concerne absolument tout le monde. Là, j'ai parlé un petit peu du secteur entreprise, mais ça concerne aussi, bien évidemment, les acteurs publics, le monde associatif, la société civile. Et donc, chez Terra Academia, en s'appuyant sur ces constats scientifiques que je résumais très brièvement au début, on travaille à la transformation de ces métiers et de ces compétences, et on le fait avec les acteurs, notamment locaux. On ne fait pas ça tout seul. D'abord, ce serait prétentieux de penser qu'on va y arriver tout seul, et surtout, on n'a pas du tout l'intention de répliquer ou de concurrencer ce qui existe déjà. On est plutôt là en accélérateur, en fédérateur, en créateur de coalitions pour assurer localement notamment, c'est ce qu'on fait ici à Arras, le développement de ces compétences et l'accélération de la transformation des métiers pour la transformation écologique. Alors, 3 exemples sur 3 publics un petit peu différents qui sont concernés par cette transformation écologique. Le premier qui apparaît ici donc, sur les slides, c'est en fait de faire en sorte de développer l'attractivité des métiers et de sensibiliser, d'informer notamment des publics qui sont éloignés de l'emploi, sur l'intérêt et les enjeux de ces métiers de la transformation écologique, les métiers techniques. C'est une façon de faire revenir dans l'emploi des personnes, des jeunes qui peuvent en être éloignés, en donnant du sens à leur action, en donnant du sens aux métiers qu'ils peuvent exercer. Et c'est par exemple cette expérience immersive sur la ville durable que nous avons imaginée. Héloïse et Cathy, qui l'ont conçue, sont ici dans la salle, elles vous en parleraient bien mieux que moi, qui amène donc à montrer, au travers de cette forme de serious game ou jeu sérieux, ce que sont les enjeux de la ville durable et ce que sont les solutions qui peuvent être apportées et la façon de les mettre en œuvre et la façon dont elles interagissent entre elles. Vous avez encore la chance d'aller voir cette démonstration puisqu'elle est installée en bas dans le grand hall où Cathy et Héloïse se feront un plaisir de vous la présenter. Donc ça, c'est une première dimension, une première action menée très localement puisque ce dispositif est déployé dans nos locaux au centre-ville d'Arras. Deuxième exemple, la transformation des formations liées à des métiers, notamment des métiers techniques, ce qu'on appelle, c'est un mot que j'aime pas beaucoup parce qu'on pourrait le teinter un petit peu de greenwashing, la coloration des formations. Mais c'est partir d'une formation existante, d'une formation technique, une formation d'électromécanicien, une formation de technicien de maintenance des installations d'énergie décarbonée, par exemple, et de mettre dans cette formation qui peut déjà exister, dont les cursus, les syllabus sont déjà finis, une dimension plus forte de transformation écologique de 2 façons. D'une part, en créant un module, chez Terra Academia, on appelle ça le passeport pour la transformation écologique, qui est un peu les fondamentaux de la transformation écologique. Qu'est-ce que c'est que la transformation écologique? Qu'est-ce que ça signifie? Et en quoi derrière ça concerne mon métier et ma formation? Et puis, en venant travailler sur chacune des compétences, qui sont éventuellement dans une fiche RNCP, si on parle de formation avec des titres déposés, et voir comment la compétence peut être transformée pour embarquer ces enjeux de la transformation écologique et d'une façon systémique. Ce n'est pas simplement le climat, ça peut être la biodiversité, ça peut être la gestion des déchets, mais de façon très, très concrète et très, très opérationnelle. Qu'est-ce que ça veut dire pour un technicien de maintenance d'embarquer qui travaille, alors on a évoqué les éoliennes tout à l'heure, qui travaille sur n'importe quelle activité, il peut améliorer sa pratique pour avoir un impact environnemental plus faible. Ça peut être sa façon de se déplacer, ça peut être la gestion de ses déchets, ça peut être le réglage des systèmes dont il a la charge. Chaque métier technique peut être optimisé de cette façon-là. Et ça, c'est le deuxième volet. On travaille donc, là c'est un exemple, on est en train de travailler sur un dépôt de titres avec un acteur local que beaucoup d'entre vous connaissent, qui est l'ensemble Baudimont, sur lequel on va déposer un titre au RNCP, ensuite l'opérer sur l'aspect technicien de maintenance des installations d'énergie décarbonée. Et puis, 3e niveau, puisque rien ne se fera sans des changements profonds des organisations, ça passe aussi par la tête des organisations, publiques ou privées. Donc, c'est la formation des dirigeants, la formation des élus, qui est extrêmement importante. Et là, autre exemple très concret, au mi-janvier, on démarrera dans une communauté de communes qui n'est pas loin d'ici, donc elle s'appelle Ternois-Com, et je crois que ce n'est pas son nom exact, mais enfin les gens se reconnaîtront, c'est à la Saint-Pierre ou Saint-Paul en Ternois, une formation de la gouvernance de l'EPCI.
C'est-à-dire, on ne va pas former le maire ou le président de l'EPCI, on ne va pas former 50 maires de différents EPCI. On va prendre l'équipe de gouvernance, l'équipe de direction, à la fois les élus, le président, son bureau, et le DGS, les directeurs des services. On va les mettre ensemble, tous dans la même salle, avec chacun leur expertise. D'habitude, ils travaillent sur les différents sujets de la transformation écologique en silo. On a dit que c'était systémique, là on va le prendre en transversal. Ils vont tous avoir la même formation, entendre le même discours, s'exercer, travailler sur les mêmes études de cas. Donc là, c'est une formation modulaire qui peut aller jusqu'à 12 modules. Et on démarre là encore par ce passeport de la transformation écologique, rappel des fondamentaux, de la science qui est derrière. Et au bout du parcours, le dernier module qui est extrêmement important aussi, c'est piloter le changement. Parce que c'est bien de comprendre les enjeux scientifiques, c'est bien d'avoir les dispositifs techniques sur l'eau, les déchets, mais en fait, le véritable enjeu final, c'est de changer, c'est de se transformer, de transformer sa collectivité, de transformer le public, les élus, les électeurs et les habitants. Et donc, il y a une question d'embarquer l'ensemble des acteurs. Et on se rend compte, ça revient aussi, on l'a évoqué, sur l'aspect d'un discours. Il faut être réaliste, mais en même temps, garder une dynamique et garder un espoir, être capable d'embarquer tout le monde. Donc, terminer par comment porter le changement et comment transformer les acteurs, les activités, le territoire, c'est l'enjeu, au bout du compte, le plus important, parce que c'est là qu'on aura une action au niveau de l'EPCI. Et ce dispositif-là, on peut le répliquer à toutes les échelles. Et puis, on fera d'autres formations, cette fois-ci, pour les dirigeants d'entreprises notamment. On en a déployé une sur notre autre campus en Normandie. On va sans doute la répliquer ici aussi dans les Hauts-de-France, autour des nouveaux modèles économiques et notamment des modèles à visée régénérative. Voilà 3 exemples concrets sur une base extrêmement un peu conceptuelle au départ, mais qui montrent comment on passe de comprendre à agir. Merci. Merci beaucoup, Denis. On va embrayer, malheureusement, je vois l'heure défiler. On va embrayer avec Christophe pour l'AFPA et notamment les incubateurs. Est-ce que tu peux nous en parler concrètement, ce projet, ce programme, comment il se déploie et où sont les enjeux? Oui, les incubateurs, en fait, mission qu'on fait pour l'État, pour la DGEFP, qui a un travail initial sur nos piliers de mission de service public sur l'évolution des compétences. Donc, on travaille sur ordre de la DGEFP, ensuite avec la DREDS locale sur ces études de compétences et sur les métiers émergents. Donc, je rejoins ce qui a été dit sur l'urgence de faire et de mettre en œuvre. Et comme on est le garant aussi de la politique des titres du ministère du Travail, c'est dans ce cadre-là qu'on mène ces études. À partir du moment où une étude aboutit à une émergence de métiers, et je vais faire exprès de ne pas parler de ce sur quoi j'ai été prévu parler, parce qu'il faut changer un peu, sinon c'est pas drôle du tout. Donc je ne parlerai pas des gigafactories aujourd'hui, parce qu'on en parle souvent quand même. On va changer un peu de domaine, et on parlera de l'hydrogène. Voilà, donc à partir du moment où ça s'est établi et il y a un vrai besoin, on a l'opportunité de mettre en œuvre une formation expérimentale. En fait, c'est une formation expérimentale montée avec les entreprises qui permet de dire, voilà, il y a un besoin de compétences. Ces compétences n'existent pas dans le monde de la formation a priori, ou en tout cas le titre doit pouvoir évoluer. Et on monte une formation expérimentale qu'on peut faire 3 fois d'affilée, qu'on corrige, il y a un comité de pilotage. Ça peut durer 2 à 3 ans dans certains cas, jusqu'à aboutir à un titre professionnel qui valide ces compétences-là. On est évidemment dans la région sur beaucoup d'incubateurs depuis 2 ans, c'est une chance, dont plusieurs incubateurs sur l'hydrogène. Pour vous donner une idée de ce qu'on prépare, on travaille avec notre collègue, presque collègue maintenant, qui est en train de monter l'usine H2V sur Dunkerque. On travaille sur le responsable technique d'installation hydrogène. Donc le titre de ce futur titre professionnel a évolué au fil des mois, puisque évidemment on était parti sur une autre intitulé. On travaille les compétences et on les bouge ensemble. On travaille aussi sur les véhicules industriels et en fait sur l'utilisation de l'hydrogène en tant qu'énergie, carburant. Puisque l'idée, une des idées, ça peut être de remplacer le gasoil par l'hydrogène et l'essence par l'électricité, en tout cas en premier niveau. En tout cas, ces métiers arrivent, des engins sont équipés aujourd'hui, on travaille là-dessus. Ça, c'est fait sur Douai, c'est fait France entière d'ailleurs. Et on travaille aussi sur les moteurs en tuyauterie et chaudronnerie en site sensible, puisque j'ai cru comprendre qu'il y avait un peu de nucléaire et un peu d'hydrogène qui arrivait, et que bien évidemment, c'est France entière et on travaille sur ces métiers-là. Donc, ces incubateurs, c'est de faire, et c'est super important, tout notre boulot, c'est de le faire avec les entreprises et les territoires, de faire ces travaux-là. Ça peut aboutir à
Il n'y a pas besoin de titres complémentaires, il n'y a pas besoin de déposer un NCP parce que peut-être que ça existe déjà. Mais en tout cas, c'est un boulot qu'on fait avec les entreprises. Sur l'accompagnement des stagiaires et tout ce qu'on fait, alors on a dit qu'il ne fallait pas dire colorisé. Bon, en fait, tous les titres du ministère du Travail ont été colorisés dans ces domaines-là. Ils sont revus avec les professionnels, ils passent en commission et ces enjeux sont intégrés dans quasiment tous les actes métiers, en plus des nouveaux métiers qui arrivent. On a travaillé aussi sur une autre région sur un module devenir éco-citoyen qui très concrètement, au niveau des futurs salariés de ces entreprises, on travaille sur comment ils le vivent au quotidien, quels sont les premiers gestes. Je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure, hein, on est tous impliqués à notre niveau. Voilà. Et puis on lance aussi 53 modules complètement dédiés dès l'année prochaine à ces évolutions de métier. Donc ce sont des morceaux de titres ou des évolutions techniques ou organisationnelles, comme on disait tout à l'heure, et qu'on va rendre, je rejoins ce que disait Thibaut, le plus mobile possible. Donc l'idée, c'est d'aller vers ces nouveaux comportements, ces nouvelles technos, et aussi d'aller vers, en termes de géographie, pour pouvoir les mettre en œuvre et sensibiliser au plus près des publics. Ça va comme timing ? Super, merci Christophe, tu as été très synthétique. On va passer à un troisième cas pratique, j'ai envie de dire ça comme ça. Laurence Gestière pour le BTP CFA. Alors quand on parle de BTP, on imagine assez facilement tous les enjeux qu'il peut y avoir derrière, entre la construction de bâtiments éco-responsables, entre la préservation des ressources, les sensibilisations sur ces sujets-là, mais vous allez nous en parler plus longuement. Et puis, Alexis l'a évoqué un peu tout à l'heure, il y a aussi un partenariat qui existe avec le CERD, donc beaucoup de sujets au niveau du BTP CFA. Et tout ça en 2 minutes chrono, non, j'exagère. Merci pour le temps qui m'est imparti. Donc, comme je vous disais, BTP CFA Hauts-de-France est un organisme de formation dans le secteur du BTP et des travaux publics. Il faut savoir que le secteur du BTP est premier producteur de déchets. Donc, à ce titre, on se doit d'être exemplaire à la fois par rapport à notre secteur d'activité et notre mission, qui est de former les professionnels d'aujourd'hui et les professionnels de demain. Notre association, je dirais qu'elle intervient à 2 niveaux. Premier niveau, je dirais, dans la construction de ces bâtiments, on est en cours de construction ou de reconstruction de CFA. Et donc, on essaie d'introduire des dispositifs qui tiennent compte de ces enjeux écologiques et environnementaux par des toitures végétalisées, par des panneaux photovoltaïques, par des récupérateurs d'eau. Donc, tout ça pour vous dire qu'en fait, nos apprenants travaillent dans un cadre qui leur rappelle en permanence que les enjeux sont bien là. Il faut qu'on montre aussi l'exemple. Donc il y a ce premier niveau. Et le deuxième niveau, il est beaucoup plus concret puisque ce sont des incidences sur le parcours de formation de nos jeunes. On travaille dans une logique de réemploi et de revalorisation des matériaux. Ça peut être fait sous plusieurs formes. On travaille avec des enseignes qui nous donnent des matériaux, donc sous forme de dons. On récupère des matériaux. On peut aussi récupérer via certaines enseignes qui font de l'événementiel. Je vous donne un exemple. Une enseigne qui crée des pièces de théâtre va construire l'estrade en bois. Quand l'événement est terminé, on peut récupérer le bois à un moindre coût. Donc c'est aussi une façon de revaloriser les matériaux. Dans le même ordre d'idées, tout ce qui est zinc et cuivre, tout ce qui est récupérable au niveau du BTP-CFA, on le revend également. Donc on a toujours cette logique de réemploi et de revalorisation, et une logique aussi de préservation des ressources naturelles, en l'occurrence l'eau. Pour illustrer ça, je vais vous parler du pôle finition. Chez nous, on a des peintres. Vous n'êtes pas sans savoir que les peintres nettoient régulièrement leur rouleau de peinture et que c'est une activité extrêmement consommatrice d'eau. Notre pôle finition, on l'a délocalisé il n'y a pas très très longtemps sur un site à Roubaix qui s'appelle Tissel. Tissel, c'est une ancienne usine textile qui est représentée aujourd'hui comme un hub de l'économie circulaire et qui abrite des start-up et le pôle finition du BTP CFA Hauts-de-France.
et ils partagent une valeur commune qui est l'économie circulaire. Pardon. Pourquoi je vous en parle? Parce que nous, notre pôle finition, c'est à peu près 2500 mètres carrés, c'est à peu près 200 apprentis. Et dans cet espace-là, il n'y a qu'un seul évier pour se laver les mains. Alors comment ils font, nos peintres? Eh bien, ils utilisent une station de nettoyage éco-responsable. C'est une station qui n'utilise pas d'eau et qui fonctionne en circuit fermé. Donc nos apprentis sont formés et au quotidien, ils utilisent ce dispositif-là. Ça veut dire aussi que ça peut avoir une incidence après en entreprise, parce que nos apprentis viennent au centre de formation, ils vont en entreprise et parfois ils en parlent. Donc parfois ça peut avoir des conséquences positives, bien sûr, sur les entreprises. Voilà. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Peut-être parler des bénéfices par rapport à ce que vous en attendiez. Si je reprends l'illustration des stations de nettoyage, effectivement, il y a 15 jours à peu près, j'ai été appelée par un ancien apprenti qui travaille dans une mairie, qui a parlé au maire de ce dispositif de nettoyage de rouleaux de peinture. Il est très très intéressé. Il va venir voir un peu comment ça fonctionne au CFA et pourquoi pas en faire l'acquisition. Et on a déjà des entreprises qui ont fait l'acquisition de telles solutions. Alors peut-être, et on arrive déjà à la fin malheureusement de cette table ronde, mais peut-être quand même vous faire intervenir sur les retours d'expérience que vous avez pu avoir. Et au regard de ces retours d'expérience, voilà comment vous imaginez la suite. Alors, je garde le micro. Nous, on considère que nos apprentis sont, comme ce sont les professionnels de demain, ça peut être nos ambassadeurs. Donc, il faut leur montrer l'exemple, leur donner le bon geste. On parlait de savoir-être. Donc, le fait d'utiliser des nouveaux dispositifs, ça leur permet ensuite d'en parler ailleurs, à l'extérieur. C'est très orienté, j'en ai pas parlé, c'est très orienté effectivement innovation et c'est une des thématiques du salon Résonance. C'est très, très orienté innovation dans le sens où je vous ai parlé des stations de nettoyage, mais on en a d'autres, des exemples. On a des simulateurs de peinture au pistolet, on a des soudures sans gaz. Donc tout ça, ce sont des dispositifs innovants, mais il faut bien savoir que ça a un coût. Et il faut aussi savoir maîtriser ce type d'équipement. Nos apprentis sont essentiellement dans des entreprises de petite taille, chez des artisans, qui n'ont pas forcément les moyens de faire l'acquisition de tels dispositifs. Ça coûte cher, ça prend du temps. Effectivement, on peut se mettre à la place d'un artisan, entre mettre en danger son entreprise ou mettre en danger la planète. Je pense que le choix, il est malheureusement vite fait. C'est la fin du mois versus la fin du monde. Non, mais c'est une réalité. Et puis il y a une dernière chose aussi, un paramètre qu'on n'avait peut-être pas forcément vu. On est dans cette logique de réemploi. Je vous parlais qu'on travaillait beaucoup sur le réemploi. Il y a des assurances qui sont assez frileuses d'assurer des ouvrages qui ont été réalisés qui sont conçus en matériaux recyclés, réutilisés. Donc on n'a pas fini, ça n'est que le début, c'est une longue aventure, c'est une démarche collective qui va prendre énormément de temps. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Je donne petit exemple de l'aspect assurance, et c'est vrai que c'était quelque chose qu'on n'avait pas vu venir. C'est donc toute la chaîne finalement qui est concernée. Il faut agir à chaque maillon de la chaîne. Voilà, effectivement. Et c'est vrai que ce que vous évoquiez sur... alors, j'ai repris l'expression un peu consacrée fin du mois versus fin du monde, mais ça rejoint ce qu'évoquait Alexis en début de table ronde. En effet, il n'y aura pas de transition écologique s'il n'y a pas un accompagnement social et économique. Exactement. Et que chaque acteur puisse s'y retrouver. Je peux encore... Peut-être un dernier mot, puis après on essaiera de passer le micro à la salle. Un dernier mot peut-être de bilan et de perspective par rapport à ce que vous nous avez évoqué. Alors le bilan, il est encore pour nous quantitativement limité, puisque Terra Academia a à peine un an d'âge, donc on n'a encore pas déployé massivement nos formations, mais l'enjeu il est bien là.
c'est la massification. Donc on a des ambitions très fortes. On veut former 60 000 personnes en 5 ans et sensibiliser. Là encore, c'est un mot qui n'est pas forcément idéal, mais qui est quand même apporter de premiers éléments à plus de 100 000 personnes. Ici, sur les exemples que je vous ai donnés sur les Hauts-de-France et autour d'Arras, on a, et ce que j'évoquais aussi sur Deauville, on a surtout des retours qualitatifs qui sont très positifs, aussi bien du côté de la formation des dirigeants que des parcours de découverte ou de l'expérience immersive. Donc l'enjeu, là encore, c'est de passer à l'échelle, de démultiplier. Et nous, on est une petite structure, donc il faut aussi qu'on travaille avec des partenaires pour pouvoir à la fois démultiplier et amplifier ici sur les territoires des Hauts-de-France et ensuite dans toutes les régions de France, puisque notre ambition est d'avoir un campus dans chacune des régions de France d'ici 5 ans, 4 ans maintenant, même si on repart de l'origine. C'est aussi pour ça qu'il est important qu'on travaille avec des partenariats. On a aussi, bien évidemment, la question du financement. Donc là, on attend une réponse sur un AMI CMA, notamment autour de la ville durable, y compris avec un ensemble de partenaires ici, avec là aussi l'ambition de... Et c'est un point extrêmement important dans tout ce qu'on évoque sur la formation, c'est qu'il y a un enjeu très fort de formation des formateurs. Parce qu'avant de toucher l'apprenant final, qu'il soit en formation initiale ou en formation continue, il faut aussi que l'enseignant, le formateur, se sente compétent pour pouvoir apporter cette formation. Et donc, il y a, et ainsi de suite, on peut remonter en cascade, un enjeu très très fort de formation de formateurs. Et notre premier point de départ, notamment dans ce qu'on est en train de faire sur un certain nombre de programmes sur de l'éco-conception industrielle, par exemple, c'est de former un premier groupe de formateurs, un premier groupe d'ambassadeurs pour qu'ensuite ça diffuse. Parce qu'il y a vraiment cet enjeu très fort de massification et de démultiplication. On peut avoir des petites solutions dans un coin, c'est très bien, c'est très beau, mais l'enjeu, c'est la massification. Et un autre aspect qui est extrêmement important, puisque le titre de la table ronde, c'était « Innover », c'est d'avoir des dispositifs d'innovation pédagogique. L'expérience immersive en est un, le dispositif aussi de formation de dirigeants qui s'appuie sur les parcours de la Convention des entreprises pour le climat, en est un autre, parce que c'est aussi extrêmement important pour embarquer tout le monde, d'avoir une forme pédagogique qui apporte pour un contenu qui est quand même pas forcément le plus fun qui soit. Forcément le plus fun qui soit. Forcément le plus fun